et qu'il y aurait actuellement, selon Philippe Hardy, environ 280 sortes de doctorats en art qui ont été mis en place. Pour essayer d'y voir plus clair, je me propose ici de me focaliser sur la notion même de recherche. Et donc cette communication pourrait s'intituler « Mais que cherche-t-on » Quelles sont les différentes conceptions de la recherche que l'on peut observer autour de nous, ce qui rejoint la question des savoirs produits ou non par ces nouveaux types de recherche. Je vais donc essayer de répertorier, à partir de leur conception de la recherche, un certain nombre de modèles ou de types de recherche-création en littérature, mais aussi dans les autres arts, et de réfléchir aux embûches dont ils pourraient être porteurs. J'ai distingué grossièrement quatre conceptions de la recherche en art, au sens large, bien sûr, comprenant la littérature, à l'intérieur desquelles on trouve encore des variantes. Je me suis appuyée à la fois sur des travaux de thèse, d'HDR, de master, de maîtrise, sur notre colloque de 2018 et aussi sur l'ouvrage collectif paru en 2020, Le doctorat et la recherche en création, sous la direction de Monique Martinez et Catherine Nogrette, qui dirigent le réseau RESCAM, dont Chantal vient de vous parler, et auquel dont Sergi fait partie grâce à Chantal. Cet ouvrage collectif interviennent des chercheurs en arts plastiques, danse, musique, théâtre, architecture, design, art du cirque, à l'exclusion des arts littéraires, il faut le préciser. Donc le premier ensemble, le premier pôle, serait celui de la création en art comme recherche. La création en art comme recherche, développée notamment dans deux contributions qui me semblent particulièrement intéressantes dans cet ouvrage de 2020. Je répète le titre, hein, Le doctorat et la recherche en création. C'est d'abord la contribution de Christophe Génin, intitulée « Qu'est-ce que la recherche-création » Pour le situer, il est philosophe de l'art et directeur de l'école doctorale Arts plastiques, esthétique et sciences de l'art. Contrairement à Platon ou Kant, qui opposent science et art, il considère, je le cite, qu'il y a une science de l'art inhérente à l'activité artistique elle-même, un savoir immanent à l'art. C'est dans cette mesure que la recherche-création serait, écrit-il, une réflexion critique de l'expérience, une réflexion critique de l'expérience. Il s'appuie sur des figures historiques d'artistes, Alberti, Dürer, Léonard de Vinci, qui ont été aussi des théoriciens de leur pratique, et il distingue ainsi deux modalités de recherche de ce type, l'art comme recherche intellectuelle, c'est l'héritage des peintres géomètres de la Renaissance, et l'art comme conscience de soi. Il propose de concevoir cette seconde démarche comme réflexivité d'un modus operandi, mais réflexivité qui réponde aux exigences scientifiques, à savoir qu'elle soit communicable et critiquable. C'est des termes qui me paraissent intéressants, avoir une recherche qui soit communicable et critiquable. C'est une conception assez proche de la recherche en art que défend Mireille Losco-Lena à propos du théâtre, avec ce titre séduisant, la recherche-création n'est pas la recherche plus la création. Elle est professeure en études théâtrales à l'ENSAT, donc sa position concerne clairement les arts du théâtre. Comme pour Christophe Génin, la démarche de recherche en création consiste pour elle à rendre explicite la pensée inhérente à la pratique artistique. La recherche en création signifie, dit-elle, que les travaux du chercheur dans le domaine de la pratique artistique sont bien le terreau même de sa réflexion. Elle ajoute que l'ambition n'est pas de produire un chercheur de double compétence, mais de favoriser la possibilité d'une active et féconde circulation entre le faire et le penser. Elle préfère en effet au mot théorie le mot pensée.
C'est une question qu'on pourra avoir. Est-ce que c'est la même chose, la théorie et la pensée? Mais la finalité est bien, écrit-elle, d'apporter du nouveau, de l'utile et du stimulant pour la communauté de pairs. Elle parle de valeurs cognitives, de valeurs cognitives. Pour autant, on ne sait pas trop en quoi consiste cette pensée et cette valeur cognitive qui apporte du nouveau, sinon qu'il s'agit d'expliciter le cheminement des étapes de son travail d'élaboration. On voit donc qu'un certain flou règne sur les savoirs ainsi transmis par un travail de recherche qui consiste à expliciter une pensée de l'art ou un processus de création, mais il n'en reste pas moins que, pour l'un comme pour l'autre, la pratique artistique est première et doit générer une recherche conçue comme explicitation, formulation discursive de cette pratique. Peut-on appliquer ces conceptions de Christophe Génin et Mireille Loscolena aux pratiques littéraires? Il me semble en tout cas qu'il existe plusieurs conceptions de la recherche-création en littérature qui se situent dans le prolongement de cette position. Et c'est ce deuxième modèle, entre guillemets, que je vais interroger. Donc, la recherche inhérente à la pratique littéraire. C'est mon deuxième point. Mais cette formule même, la recherche inhérente à la pratique littéraire, regroupe, me semble-t-il, des conceptions de la recherche et des savoirs qu'elle génère assez divergentes. J'en ai repéré 3. C'est assez schématique, vous allez le voir. Une première conception de la recherche inhérente à la pratique littéraire pourrait être assez proche de ce que propose Christophe Génin, l'art comme conscience de soi, en focalisant l'ensemble de la recherche sur les processus d'écriture qui seraient explicités dans un écrit distinct de l'écrit créatif. D'une certaine manière, c'est le projet réalisé par une étudiante de l'UQAM à Montréal. C'est accessible sur le centre de recherche Figura, dans les cahiers Figura de l'UQAM. Il s'agit de Monique Delan. L'essai qui suit son travail créatif, qui est un recueil de poèmes en prose sur le deuil, est écrit-elle, un essai sur le processus de création poétique. Il s'intitule « Du vide à la forme, essai sur le processus de création poétique ». Et elle précise, c'est bel et bien ce rapport entre deuil et mélancolie au sein du processus poétique que je me propose d'approfondir ici, écrit-elle, en me penchant d'une part sur les théories mises de l'avant par la psychanalyse et d'autre part sur mon expérience personnelle de poète. L'essai prend donc appui sur un savoir extérieur au travail d'écriture poétique, les théories de psychanalyse, mais la question que je me pose, c'est un travail de recherche peut-il se focaliser uniquement sur ses propres processus de création? Je laisse la question ouverte. Une deuxième approche de la pratique littéraire comme recherche serait celle beaucoup plus radicale que défendait Emmanuel Pirer dans notre colloque de Cergy en 2018, prenant appui sur le travail d'HDR d'Olivia Rosenthal. Elle considère qu'un écrivain est, en tant que tel, chercheur. En effet, explique-t-elle, son désir d'écrire a toujours pour origine le désir, je la cite, de clarifier, expliciter des dimensions de la vie obscures et indémêlables. À une époque où, ajoute-t-elle, la profusion d'informations s'accompagne de fausseté et de mésusage du langage. Pour elle, la recherche inhérente à la littérature est donc, je la cite à nouveau, une recherche sur le monde par la littérature. Une recherche sur le monde par la littérature. La littérature lui paraît être la meilleure voie pour mieux saisir et comprendre le réel grâce à des méthodes comme des dispositifs, un usage de la langue spécifique et même grâce à l'absence de spécialisation qui rend les écrivains aptes à comprendre
un réel complexe. Sont cités des auteurs comme Philippe Vasset, Jean Hatzfeld, Emmanuel Pagano, qui, dit-elle, mènent leur investigation sur le monde à partir de données, entretiens, articles ou archives, en bref, à partir d'une recherche documentaire. Si l'on pousse à l'extrême la position d'Emmanuel Pirer, on peut considérer que bien des écrivains pourraient devenir docteurs en recherche-création en demandant une validation d'acquis de leurs œuvres. Mais surtout, il me semble que l'on dévie là vers une conception de la recherche et du savoir généré par la recherche comme une recherche sur le monde et vers un savoir sociologique, anthropologique, psychologique qui est en rapport avec les œuvres nombreuses aujourd'hui qui partent d'enquêtes de terrain et de documentation plus ou moins fictionnalisées. Il me semble que l'engouement actuel pour la littérature de terrain favorise cette vision de la recherche qui, me semble-t-il, n'a plus grand-chose à voir avec une recherche en littérature. Plus généralement, il me semble discutable de ramener la recherche en littérature à une recherche empruntée à d'autres domaines de recherche, comme le fait par exemple Jean-Simon Desrochers de l'UQAM à Montréal avec les sciences cognitivistes. On risque de perdre la spécificité de la littérature en tant que travail et recherche sur la langue comme moyen de penser le monde et de se penser soi-même. Néanmoins, il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas faire un travail de recherche à partir d'une enquête de terrain, bien entendu, mais il me semble que cela est légitime à condition d'orienter ce travail sur le dispositif mis en place, sur la forme donnée au discours recueilli, bref, d'analyser la manière dont une démarche littéraire, à partir de documents empruntés à la réalité, produit un savoir nouveau à partir de modes de pensée alternatifs. Je vais passer au troisième cas, le cas de la fiction théorique. C'est encore une alternative à cette conception de la recherche inhérente à l'œuvre littéraire. C'est la position qui était défendue par Céline Huyghebaert, qui était intervenue également en 2018 dans notre colloque de Cergy. Cette position, elle n'a pas pu la réaliser puisque elle consistait à penser l'œuvre de création comme espace théorique de réflexion. Penser l'œuvre de création comme espace théorique de réflexion. Mais étant doctorante à l'UQAM, à Montréal, et par ailleurs écrivaine, elle regrettait que la dimension de recherche consistant en l'analyse de problématiques soulevées par le texte créatif doivent se faire à l'intérieur d'une structure discursive, laquelle, dit-elle, cadenasse la pensée, empêche je la cite à nouveau, le tremblement qui maintient la parole vivante, imprévisible et singulière. Elle appelle donc de ses voeux une thèse qui ne scinde pas le temps de la recherche et de la création, qui soit en même temps thèse et roman, qui permettrait d'autres modalités, dit-elle, de pensée. À partir de là, elle considère que certaines œuvres littéraires sont à part entière des recherches-créations, qu'elle appelle, à la suite de John Hawkins, des fictions théoriques. Outre L'homme sans qualité de Musil ou des biographies d'Annie Ernaux, dont Pierre-Louis nous parlera un autre jour, eh bien, le roman donné comme exemple de fiction théorique est celui de Chris Kraus, intitulé I Love Dick. Et exemple qui ne me semble pas totalement convaincant, mais j'avoue que je n'ai pas lu ce roman, donc c'est difficile d'en parler. Mais en tout cas, elle conclut ainsi: lorsque j'ai écrit ma thèse, j'ai souvent eu l'impression de paraphraser le roman que j'avais écrit dans le cadre de mon doctorat, de le traduire dans une langue qui prouve que je sais penser. Mais peut-être est-ce là le rôle de la partie théorique que de traduire dans une langue qui prouve que l'on sait penser, ce qui est sous-jacent ou présent de manière oblique dans le texte littéraire. C'est au nom d'une pensée plus libre
qu'elle préconise de faire entrer la théorie dans une forme littéraire. La question qui se pose est de savoir si on ne peut pas, à l'intérieur d'une forme discursive, introduire cette pensée plus libre dont elle rêve, ou si la forme de l'essai est forcément un carcan. Troisième modèle que je vais essayer de présenter très brièvement. Quelle est à présent la conception de la recherche qui est sous-jacente à la charte élaborée à Toulouse, hein, qui nous sert un petit peu de fondement aussi à Cergy, puisque nous avons participé à la réalisation de cette charte, et donc qui est en principe, je dis bien en principe, commune à la plupart des universités françaises, car ça n'a rien de certain. Donc c'est là le troisième modèle dont j'aimerais parler. À la suite d'Éric Le Coguiec, qui intervient également dans cet ouvrage collectif de 2020 du RESCAM, j'avais envie de l'appeler le modèle des deux épistémologies. En effet, il analyse la recherche-création au Québec. Il explique que, à ses débuts, la poétique de Valéry était le principal cadre conceptuel, et il ajoute, je le cite là, en aucun cas ce modèle ne défendait l'absence d'une formulation d'une question de recherche, d'un cadre théorique et d'un volet méthodologique rigoureux. Ce modèle reconnaissait dès ses débuts l'existence de deux épistémologies, qu'il importait d'arrimer, l'une propre à la création, l'autre à la recherche. Mais je me suis ravisée, car ce modèle me semble réducteur, ces deux épistémologies. Et je suis partie de ce que nous avions formulé à Toulouse, où le chiffre 3 remplace le chiffre 2. Je cite ce début de charte. La thèse comprend trois dimensions étroitement articulées autour d'une même problématique: pratique littéraire, réflexivité et théorisation. Et aujourd'hui, je me dis que le mot-clé, le terme essentiel, c'est la notion de problématique, qu'il faudrait en fait préciser en parlant d'une problématique littéraire. Rappelons aussi qu'au Québec, pour les travaux de recherche-création en littérature, si la plupart des universités parlent d'une interaction entre pratique et théorie, toutes ne demandent pas une dimension réflexive. Contrairement à l'UQAM, qui préconise à la fois des recherches en théorie littéraire et des recherches qui permettent de faire avancer la réflexion sur le processus créateur par l'examen des interactions entre les pratiques littéraires et les théories contemporaines de la création. Contrairement à cela, l'Université de Montréal explique que l'objectif de la thèse en recherche-création consiste à développer de nouvelles connaissances à partir d'un dialogue entre pratique d'écriture et pratique de lecture et d'analyse. Et ces connaissances est-il précisé dans ce programme de l'UDEM, sur des enjeux esthétiques ou théoriques littéraires liés à un corpus d'analyse. Mais on constate que même dans le cas de projets collectifs, a priori très riches, j'ai pu en voir certains, eh bien, un clivage subsiste parfois entre la partie créative et la partie théorique, les deux parties étant parfois dirigées même par des professeurs distincts et aboutissant à des publications séparées. Je reviens à la charte de Toulouse. La difficulté de ce modèle, donc à trois dimensions, est précisément d'articuler les trois dimensions autour d'une même problématique littéraire, j'ajouterais, et de ne pas réserver cette problématique littéraire à la partie théorique. Sans quoi, on aboutit, comme le disait Mireille Loscolena, à une recherche plus une création, sans lien, ou bien une création littéraire sans apport de connaissances. C'est souvent l'existence d'une problématique littéraire qui me semble absente des dossiers présentés par des candidats aux contrats doctoraux. L'autre difficulté est de comprendre comment associer la dimension réflexive, qui
a priori devrait aboutir à un savoir sur les gestes de création, le processus de création, et la dimension théorique qui répond plus facilement en général à une problématique littéraire et aboutissant à un savoir d'un autre ordre. Une des réponses données est celle de Pierre-Luc Landry, qui avait choisi, donc, qui est de l'université Laval à Québec, qui avait choisi de présenter un doctorat en 3 parties, dont il explique dans un article de 2011 les principes. Cette 3e partie, explique Pierre-Luc Landry, vise à rétablir l'équilibre entre les 2 postures en les fusionnant en une, plurivoque, polysémique même, une posture de recherche-création dans le sens fort du terme. Elle est conçue, dit-il, comme un espace de réflexion sur sa pratique de l'intérieur. La solution trouvée par Virginie Gauthier dans sa thèse allait plus loin puisque son carnet des départs concernait aussi bien les processus d'écriture de la partie créative que les processus de recherche pour la partie théorique. Reste un dernier modèle qui pourrait se développer dans les années à venir, non plus la création en tant que recherche, mais la recherche universitaire en tant que création, comme création. C'est ce qu'affirmait Laurent Lotti dans le colloque de Cergy en 2018. Je le cite, « L'expression recherche-création ne doit pas seulement signifier que la création est une forme de recherche, mais aussi que la recherche est une forme de création. » Et Laurent Lotti ajoutait que s'il s'intéressait à la reconnaissance de cette double compétence, recherche et création, j'ai perdu ma ligne, c'est pour lui, c'est pour, dit-il, faire valoir l'importance des relations entre imagination et réflexion au cœur de l'invention artistique, scientifique ou politique. Or, il me semble que c'est ce qui est en jeu dans l'inédit de 590 pages que Jean-Marc Caranta, actuellement maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, a présenté il y a 2 mois dans le cadre de son HDR sous la direction d'Isabelle Sersa. Ce gros dossier d'HDR s'intitulait « Des manuscrits de l'écrivain à la formation à l'écriture, une biographie de Marcel Proust en ses brouillons et ses amours, comme théorie et pratique de la recherche en création littéraire. » Ce dossier revendique donc clairement de s'inscrire dans le cadre du nouveau doctorat de théorie et pratique de la création littéraire qui a été initié, donc je le rappelle, à l'université d'Aix-Marseille. Ce projet d'inédit, certains d'entre vous le connaissent déjà, puisque Jean-Marc l'avait exposé lors du colloque de l'ENSAPC en 2015, que nous avions organisé avec François Bon. Pourtant, il ne me semble pas correspondre à cette charte, mais plutôt mettre en œuvre, inventer un autre modèle, même s'il ne l'explicite pas véritablement. Je me permets de le présenter brièvement. Cet inédit, d'ailleurs, devrait prochainement être publié aux éditions Gallimard. Cet inédit s'appelle, ça y est, j'ai un trou, mais pourtant c'est évident, Un amour de Proust, avec un jeu, bien sûr, par rapport à Un amour de Swann. Il s'agit, de fait, d'un travail de recherche autour du personnage historique d'Agostinelli, chauffeur puis secrétaire et peut-être amant de Marcel Proust, et du rôle qu'il a pu jouer dans la genèse de la recherche. Sur le plan scientifique, il s'agit d'une double enquête. Enquête de terrain, pour retrouver des traces de cet obscur personnage mort d'un accident d'avion près de Nice. Et pour cette enquête, il a consulté les archives d'Alpes-Maritimes, l'histoire de l'aviation, essayé de retrouver la famille, etc., etc. Mais aussi une étude de génétique des textes pour repérer la présence ou non auprès de Proust d'Agostinelli,
pour dactylographier ses manuscrits et surtout sa présence indirecte dans la recherche à travers les personnages de fiction comme Albertine et bien d'autres. Et la théorie sous-jacente qui est derrière cette étude consiste à dire qu'il y a un lien entre le moi social et amoureux et le moi créateur, contrairement à ce que développe Proust dans son Contre Sainte-Beuve. Mais la forme choisie pour exposer cette recherche est doublement littéraire. L'essai, en effet, a glissé vers le récit, il choisit le genre biographique et même le genre de l'enquête, car le chercheur se met en scène lui-même avec ses doutes, ses hypothèses, ce qu'il imagine de son biographé, ses rêves même, et ce en quoi il se sent proche d'Agostinelli. Même origine italienne, même goût pour la mécanique, même amour pour le pays niçois de son enfance. Autrement dit, il revendique l'implication du chercheur, le rôle de son imaginaire et son inévitable subjectivité. De fait, on entre dans l'atelier du chercheur, on suit ses processus de recherche, un peu comme dans une enquête policière. Il me semble qu'il y a là une réflexion à poursuivre du côté du post-positivisme. Ce qui se met en place actuellement rompt en effet avec le positivisme qui a marqué fortement les débuts de la recherche littéraire en France à la fin du XIXe siècle. Le modèle de la recherche qui a prévalu était, vous le savez, un modèle importé des sciences dures dans la recherche d'une légitimité scientifique et d'un idéal d'objectivité. Selon les chercheurs adeptes du post-positivisme, comme l'explique Éric Le Coguiec dans l'article que j'ai déjà cité, je le cite, « Les régimes d'écriture doivent tenir compte de la subjectivité du chercheur, de la relation entre le chercheur et son objet d'étude, et se distinguent ainsi des discours scientifiques prétendument neutres, objectifs, universels. » Sans pour autant le théoriser, l'inédit de Jean-Marc Caranta met en œuvre aussi ce que propose Céline Huygberg, mettre en avant l'importance du processus d'écriture dans la construction de la pensée, le choix de la narration, la liberté dans la forme que peut prendre la recherche, l'exposition des doutes, qui sont autant de stratégies par lesquelles construire une recherche. Elle ajoute, ce que lui ne met pas en œuvre, l'intégration de voix d'autres chercheurs, qui pourrait être une autre piste. C'est aussi une piste envisagée dans le cadre du projet IDEFI Créatique, coordonné par Paris 8, avec Paris Ouest Nanterre, la Maison des sciences de l'homme, en lien avec le campus Condorcet. Je cite leur présentation sur leur site. Au cœur du modèle se trouve la recherche-création qui a pour objectif d'expérimenter la recherche comme processus créatif et la création comme une pratique de recherche expérimentale. Il s'agit bien d'expérimenter la recherche comme processus créatif. Que conclure de ce passage en revue un peu schématique des conceptions de la recherche dans le domaine de la recherche-création? Eh bien, on ne fait pas la même chose selon que l'on est à la recherche d'une forme et d'une langue adéquate. Dans une interview récente, Marie-Hélène Lafont parlait de la recherche du mot juste. Selon que l'on réfléchit, dans tous les sens du verbe réfléchir, à ses propres processus d'écriture et à son rapport à l'écriture, ou bien si l'on conçoit la littérature comme une recherche d'ordre anthropologique sur le monde, ou encore si cette recherche passe par la lecture d'œuvres littéraires qui font écho à la sienne, ou de théories littéraires qui soient en interaction avec son propre travail d'écriture. Et les savoirs que l'on produit sont aussi assez différents. Donc, il me semble en tout cas que cette nouvelle approche est prise entre deux écueils. D'une part, la dilution de la part de recherche lorsqu'elle est fondue dans un écrit littéraire et que l'on se contente de dire que tout écrit littéraire est recherche. D'autre part,
le risque de juxtaposition de deux écrits sans réelle interaction, la recherche plus la création, comme l'écrit Mireille Losco-Lena. Peut-on donner comme idéal pour éviter ces écueils d'aboutir à une interaction entre ces différentes modalités de recherche? Je ne sais pas trop. J'ajouterais que pour des raisons institutionnelles, à savoir la qualification au CNU et la reconnaissance dans le contexte actuel en France, mais aussi pour des raisons de production de savoir, la présence d'une réflexion sur les processus, à la fois sur les processus d'écriture, tout comme le recours à un travail sur d'autres œuvres que la sienne, et la présence d'une réflexion d'ordre critique ou théorique, me semble indispensable, ne serait-ce que parce que la finalité toute prosaïque d'un travail de thèse, c'est d'avoir un poste à l'université, et donc à la fois d'accompagner des travaux d'écriture créative et de transmettre des savoirs littéraires. J'aurais du mal à suivre la position de Jean-Loup Rivière, ancien directeur du Sacre, par ailleurs dramaturge et théoricien du théâtre, qui affirmait dans le colloque de Rescam de 2017, dans une table ronde, que, contrairement à une thèse classique qui contribue à accroître le savoir, une thèse en recherche-création ne produit pas de savoir, mais produit un événement. Voilà, je reste sur ces points de suspension. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je m'arrête là. Et le fait qu'il faille poursuivre, bien sûr, la cartographie de la manière dont se posent ces questions-là. J'aimerais bien tout de suite peut-être réagir au fait qu'il faille situer en fait la manière dont on pose ces questions-là. Je pense que tu l'as très bien dit, à la fois quand on les situe culturellement, on s'aperçoit que au Canada, l'institutionnalisation des cursus a provoqué en fait ce que tu analyses comme effet de juxtaposition entre deux parties distinctes, de dimensions distinctes, la dimension de recherche théorique et la dimension vraiment créative. Je pense que c'est vraiment lié à une formalisation des cursus, cette affaire-là. Et puis d'autre part, la situation par rapport aux enjeux que l'on met dans la recherche littéraire. Moi, je dois avouer que je me retrouve complètement dans le fait de se situer par rapport à des questions qui seraient des questions d'abord littéraires avant d'être des questions de pratique artistique. Euh, voilà, mais ça va conduire en fait à un certain type de questionnement sur la recherche-création qui n'est peut-être pas l'entier de la recherche-création. Mais on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus, sur le fait que notre groupe de recherche dans sa spécificité, si elle en a une du moins, ça serait peut-être de se situer de ce point-là. Alors j'aimerais bien avoir l'avis des autres, mais cette idée d'une situation pour poser des questions qui rejoignent en fait l'ensemble du panorama de la recherche-création artistique, mais qui disent en fait on se situe d'un point de vue qui est littéraire, et du coup les questions vont peut-être pas être du même acabit, vont être peut-être plus brûlantes sur la question des écritures contemporaines, avec des enjeux qui sont des enjeux langagiers avant tout, qui posent le langage au centre. Moi je m'y retrouve totalement. Je pense que ça, en plus, ça intéresse fortement le réseau international, c'est-à-dire c'est demandé énormément dans le développement des doctorats aux États-Unis. Ils ont un principe de formation qui est au niveau master, mais dès qu'ils se mettent à penser diplomation doctorale, ils pensent ça du côté d'une formalisation théorique littéraire. Et puis, ça intéresse, je le sais fortement, les Canadiens également, parce qu'il se trouve que, et peut-être qu'on reconduit ce modèle-là, moi j'en ai peur un petit peu avec ce que je vois se profiler en France, on est en train de diluer ça dans une recherche-création beaucoup plus globale, sans essayer de se situer du point de vue littéraire. Voilà.
Bon, c'était ma réaction. Je ne sais pas si tu veux réagir ou si d'autres veulent réagir à cette idée de situation. Chantal voudrait réagir. Oui, enfin, cette situation, elle est absolument essentielle parce qu'il me semble, Violaine, que tu as souligné un point capital qui est le point de flottement et qui est que, à partir notamment de ce que tu développes sur le point de vue d'Emmanuel Pirer, je suis complètement d'accord avec toi, ce que développe Emmanuel Pirer, c'est un axe de recherche qui est un axe de recherche avec la littérature, où la littérature est une passerelle pour aborder des questions. Et cette dimension, tu l'as souligné très clairement, elle est aussi largement tributaire de l'effet de séduction que présentent ces littératures de terrain, littératures d'enquête et aussi les croisements avec les sciences sociales. Je crois que les anthropologues ou les historiens sont très intéressés par cette démarche aussi. Et le revers de cette séduction, ça a été d'introduire un flou chez nous aussi, du coup. Et je crois qu'il faut distinguer très nettement chercher avec la littérature et chercher en littérature. Or, nous, très clairement, on se situe du côté de la recherche en littérature. Et je crois que cette chose-là doit être répétée, mais dès le master, moi, je suis très frappée de voir qu'ils viennent me voir en me disant, je veux travailler sur le cheval. Oui, certes. Mais quelle est la question littéraire? Et quand j'aborde cette question de quel est le problème littéraire qui se pose à vous, là, en général, ils tombent des nues. Parce qu'ils ne voient pas du tout de quoi je veux parler, comme si finalement il y avait quelque chose de spécifique à la littérature, qu'elle était traversante et qu'elle nous permet d'accéder à des objets du monde et non plus en elle-même. Or, moi, ce qui me frappe dans la pratique, puisque moi j'encadre des doctorants en art, en conservation, restauration, etc., c'est que leur questionnement, très naturellement et très directement, porte sur leur objet. Une thèse sur la performance va faire un état des lieux sur la performance. Une thèse sur le vitrail va s'interroger sur le vitrail. Très étonnamment, en littérature, j'ai l'impression que le fait qu'ils doivent s'interroger sur l'objet roman ou s'interroger sur l'objet poésie ou sur l'objet théâtre ne va pas de soi. Et c'est ce point-là qu'il me semble que tu épingles très nettement, Violaine, quand tu fais sortir cette ambiguïté de la recherche avec la littérature ou en littérature. Voilà. Donc oui, Anne-Marie, absolument, se situer clairement, ce sont des problématiques littéraires que nous visons. Et je crois que ça clarifierait beaucoup de choses si on le prenait comme ça. Merci, merci Chantal cette réponse. Pierre-Louis voulait intervenir? Moi, je vous rejoins entièrement sur tout ce qui vient d'être dit, sur l'importance et Chantal leur disait fort justement, de la problématisation littéraire. Et c'est vrai qu'avec les étudiants qui arrivent avec le désir de se lancer dans un mémoire de recherche-création, bien souvent, il n'y a pas du tout de problématisation littéraire, c'est le cheval ou autre, en effet, et c'est surtout l'idée de la création. Mais c'est une création qui arrive complètement sans ancrage, sans réflexivité, et finalement, il nous faut faire beaucoup de travail pour revenir vers cette articulation recherche et création. Moi, de ce que je vois des étudiants, par exemple, de cette année, c'est vraiment ce désir d'arriver avec quelque chose qui est soit une thématique, mais qui n'est absolument pas une problématique, et avec le désir de se lancer dans la création, mais une réserve très forte face à tout ce qui va être recherche, aussi bien dans la constitution du corpus, où il n'y a absolument pas de constitution de corpus. On donne des œuvres comme ça qu'on n'a pas lues, qu'on n'a pas parcourues, parce qu'elles peuvent peut-être correspondre à la question du cheval, pour reprendre la métaphore de Chantal. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Et donc, je pense que la question qui a été soulevée par la présentation de Violaine et ce que Anne-Marie a pu redire après sur la nécessité de l'ancrage sur des problématiques littéraires et réexplicité d'une autre façon par Chantal, ça me semble très important en termes de positionnement et en termes d'accompagnement, donc aussi bien des étudiants en master que des étudiants en doctorat, même si effectivement la problématique est radicalement différente.
en termes de compagnonnage. Et puis, mon deuxième point, et je fais vite parce que je sais que la matinée tourne, et que moi-même, j'aimerais bien écouter le maximum de choses avant de devoir partir pour l'école chercher ma petite fille. Violaine, tu parlais d'Annie Ernaux sur les fictions théoriques dans ton troisième point. Alors, fiction, effectivement, chez Annie Ernaux, ça va être problématique, mais on peut peut-être le prendre dans un terme, dans une acception relativement large. Ce que je voulais faire, et donc je n'ai pas pu accomplir de la façon que je voulais sur la question justement de l'articulation entre recherche et création chez Annie Ernaux, je voulais développer mon propos finalement dans une double direction, à la fois en termes d'évolution temporelle, de saisir dans la temporalité de l'écriture ou des œuvres achevées la façon dont il y a un déplacement justement sur ce qui s'incarne dans une sorte de méta-réflexivité dans les œuvres. Entre le début de l'œuvre et l'œuvre aujourd'hui, ce n'est plus du tout fait de la même façon, donc c'était le premier point. Et puis ensuite, le deuxième point, sur les modalités d'inscription de cette recherche, parce que tu donnais l'exemple tout à l'heure, Violaine, de cette étudiante justement qui travaillait sur les questions du deuil et de la mélancolie, et donc qui avait fait un essai sur le processus de création poétique. Mais il y a également tout ce qui est de l'ordre du journal, d'accompagnement à la création littéraire, et ça, effectivement, on va le retrouver chez Annie Ernaux, avec, par exemple, la publication de l'Atelier Noir, qui est tout simplement un journal avec ce que le journal implique, non pas de construction rétrospective, mais d'inscription dans la durée d'une pensée qui se façonne ou qui s'interroge ou qui s'élabore au jour le jour. Donc ça me semblait aussi intéressant, cette tension entre la pensée finalement réflexive au quotidien et puis une pensée réflexive déjà reprise dans une perspective méta finalement. Comment elle va être ordonnée d'une autre façon. Voilà, et j'ai effectivement trouvé que, contrairement à ce que tu annonçais, ta partition avec les différentes entrées sur la façon de penser justement la recherche-création nous permettait de poser des jalons qui sont des jalons très intéressants et très clairs par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de faire ou ce qu'on est en train d'essayer d'élaborer. Donc, je n'ai pas du tout trouvé que c'était un travail non abouti, mais j'ai trouvé ça au contraire très construit et très abouti. Merci beaucoup, Pierre-Louis. On est obligé de passer à la communication suivante parce que sinon on va prendre plus de retard. Mais Violaine, tu regarderas dans la conversation, il y a des réactions qui demandent des réponses. Si tu peux les formuler à l'écrit, je pense que ça ira plus vite. Yannick, je pense que et elle est très intéressée par ce que vient de dire aussi Pierre-Louis sur la méta-réflexivité. Je pense que là, il y a des choses encore à échanger. Et puis, bien sûr, il y a aussi Céline en tant que doctorante qui réagit. C'est important que les doctorants soient là en réaction à ce que l'on peut échanger en ce moment. Il y aura une possibilité, je redis, de reprendre tout ça oralement et de poser d'autres questions, parce que moi j'en ai encore plein, évidemment, mais cet après-midi, on aura un petit peu plus de temps pour la discussion collective. Là, je vais passer tout de suite la parole au communicant suivant, c'est-à-dire Adrien Chapelle, qui est doctorant en recherche-création, et puis à Chantal Lapère, donc on a déjà entendu, que je ne présente plus, il n'y a plus besoin de présenter Chantal, voilà, professeur on va dire en littérature française et recherche-création, on a le droit de dire ça, voilà. Oui. La parole est à vous, merci beaucoup. Alors, nous avons intitulé notre communication « Acte de recherche-création. De quelles méthodes et savoirs peut-on rendre compte ? Témoignage d'un doctorant et de son encadrant à mi-parcours de thèse ». Et nous avons choisi de partir d'un préambule hésitant, Adrien et moi. C'est un témoignage, en effet, qui sera en forme d'interrogation, indéfiniment relancé pour ma part à partir de cette question inaugurale, un témoignage hésitant, balbutiant, se heurtant à chaque mot d'un intitulé que nous avons pourtant choisi, un témoignage donc plein d'incertitudes et de chaos, au moins parce que nous ne sommes qu'à mi-parcours.
La question inaugurale, certes, pourrait contenir implicitement une forme de réponse, l'expérience vécue, la trajectoire d'encadrement sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, élaborerait un ou des savoirs, reposerait sur une ou des méthodes qu'il s'agirait dès lors de mettre en lumière et de commenter, au moins certains d'entre eux, pour les rendre accessibles aux autres, partageables, sinon susceptibles d'une véritable formalisation. Mais rien n'est aussi simple. Dans le voyage que nous accomplissons depuis presque 3 ans, Adrien et moi, avec Ariel Spiegler et Laurent Loti, avons-nous croisé cela, des méthodes, des savoirs. Notre chemin, étymologiquement la méthode, s'est inventé à l'aveugle, pourrait-on dire, au fur et à mesure que nous avancions, nos pas et nos paroles ont jour après jour fait surgir le paysage. Pourtant, et en dépit des longues errances que traduisent les propos ci-dessus, une certitude, la seule peut-être, en tout cas la plus tangible pour moi, s'impose quant à l'existence réelle d'actes qui portent la démarche, d'actes qui ont inauguré le voyage et qui le jalonnent. Alors, pour ma part, et d'où le pour moi de Chantal, j'étais tout à fait d'accord avec cette manière d'aborder notre problématique, enfin notre sujet, et en même temps, depuis le tout début, je ressens une grande perplexité quant à la possibilité de saisir ce qu'est exactement un acte. Qu'est-ce qu'on entend par là et comment il se distingue en fait des méthodes et des savoirs. Ces deux derniers termes, en outre, mériteraient, je pense, d'être distingués aussi entre ceux qui sont mobilisés, ceux qui sont rencontrés ou ceux qui sont acquis grâce au travail justement sur le temps long de la thèse. La difficulté, elle a été alors de mettre des mots sur un processus, donc le nôtre, encadrant, doctorant, celui de la thèse en général, un processus qui peut-être fonctionne d'autant mieux jusqu'à présent qu'il n'a pas été porté en méta-réflexivité, justement. Chacun des trois termes existe dans et à travers les deux autres, et ils sont continuellement aussi bien en cours d'exploration que de construction. Mais alors, pour essayer quand même de rentrer dans le vif du sujet et de confronter ce terme d'acte, je crois au départ l'avoir mobilisé de deux manières. Je crois qu'il est mobilisable de deux manières. D'abord en tant que compte-rendu, un bilan qui fait état de ces fameuses méthodes et savoirs dont on va essayer de parler, et ensuite dans un sens très littéral en tant que chose faite, c'est-à-dire un moment d'action. Donc discussion, lecture, voyage, activité d'écriture, expérience corporelle, mise en situation, etc. Un moment d'action qui incarne le faire de la recherche de façon parfois très prosaïque et en apparence évidente. C'est-à-dire, en gros, dans le processus du travail, qu'est-ce que j'ai fait? De quels actes mon projet part-il? Et c'est assez intéressant de se dire là qu'au départ, en fait, ça nous amène à remonter assez loin. Tout s'est fait un peu par hasard et ça commence il y a quelques années en ce qui me concerne, dans un master de philo qui était tout ce qu'il y a de plus traditionnel, où je travaillais sur les rapports entre philosophie et poésie et où j'ai intégré des poèmes que j'avais écrits à mon mémoire, ce qui n'était pas très conventionnel. Et peut-être qu'en fait, l'acte de recherche-création, en tant que dynamique, j'entends, même inconsciemment à l'époque, il démarre là, pour moi. C'est un mouvement dans lequel je suis spontanément depuis pas mal de temps avant le début de la thèse. Et après, j'ai découvert que la recherche-création existait et serait probablement la meilleure forme pour permettre à mon projet idéal, celui que je m'interdisais de formuler, de voir le jour. Et c'est par Laurent Loti, qui a été mentionné par Violaine tout à l'heure, qui est aujourd'hui l'un de mes encadrants, avec qui je venais de commencer à travailler, que j'apprends l'existence de ces formations à Cergy, que j'ai rencontré, Violaine et Anne-Marie, et qu'après j'ai candidaté, rencontré Chantal, et que le voyage était lancé. Bon. Pour situer rapidement les choses, simplement, puisqu'il y sera fait un petit peu mention dans ce qu'on va dire à présent, mon sujet, sans rentrer dans les détails, ça concerne les rapports d'intérêt et d'influence que peuvent entretenir le zen et l'expression du sujet poétique, dans une perspective de refondation du lyrisme par le biais du corps en méditation. Alors,
À l'origine, au commencement donc, il y eut un acte, celui par lequel un étudiant choisit un enseignant-chercheur pour l'accompagner et, sans doute plus secrètement, pour l'aider à formuler la question qui, pour l'heure, n'a que des contours flous et évanescents. Un acte d'ailleurs très concret, très matériel, pourrait-on dire, qui consiste à un moment donné à écrire un message, à passer un coup de téléphone pour programmer une éventuelle rencontre. Mais cet acte inaugural pose en lui-même, engendre un certain nombre de questions. Comment ce choix s'effectue-t-il? Quels éléments en déterminent la nécessité? Et puis, plus précisément, de mon seul point de vue d'encadrante, comment le directeur potentiel prend-il la décision de répondre oui ou non? Doit-il partager les préoccupations du doctorant? Mon champ de recherche concerne la littérature dite de l'extrême contemporain, et notamment quand elle s'évade, quand elle s'allie à d'autres arts, d'autres pratiques comme la danse. Le zen, la chair, la poésie et ses refondations n'appartiennent pas immédiatement à ce champ de recherche. Certes, pris isolément, ces termes ne sont pas sans écho pour moi. Le zen engageant une pratique de mise à distance et de dépossession résonne pour beaucoup d'auteurs qui me sont chers. La chair, son approche et son traitement dans la littérature et la danse contemporaine sont au cœur de bien des expérimentations que j'ai étudiées. Mais le premier acte, c'est-à-dire la décision qui détermine un accord, ce oui qui prélude au voyage, viennent d'ailleurs. Peut-être d'une surprise, d'un étonnement face à la manière inattendue dont se formule une question. L'encadrant, dès lors, ne répond pas parce qu'il est concerné par le champ, mais parce qu'il est interpellé par la question. Il y a alors chez lui ou elle la formulation d'un pari. Cette question à laquelle il ne s'attendait pas, il est curieux d'en connaître les développements, les points de butée, les réponses peut-être. Dès lors se formule quelque chose comme un « allons-y voir ensemble de plus près ». Ce surgissement abrupt a une implication immédiate dans la trajectoire. Le temps de maturation du sujet, de la problématique proprement dite, cesse d'être solitaire pour devenir collectif. Ce sont nos questions, nos incompréhensions, nos refus parfois, et par ce nos, j'entends les encadrants, HDR professionnels, qui, suscitant débat ou affrontement, permettent à la question source d'émerger peu à peu. Et en effet, ce temps de maturation et d'élaboration de la question, il a été assez long. Et c'est probablement ce que je retiendrai de phare et de plus important comme acte second, ce qu'on pourrait dire, où l'accompagnement a été celui de verbaliser le sujet, de le définir précisément. Et c'est un travail qui, en définitive, s'est étalé sur presque l'entièreté de la première année. C'est parti de quelques points d'accroche qu'on a eu à notre rencontre avec Chantal, qui était notamment le regard qu'elle a porté sur un de mes poèmes et une connivence autour de certains auteurs de ma bibliographie. Bon. Mais après, ça c'est vraiment tout s'est véritablement étalé sur le temps long. Pardon. Et tout s'est étalé sur un certain temps long. Et à ce titre, je voudrais préciser un petit peu plus en détail certaines spécificités de mon sujet pour pouvoir vous présenter les grandes catégories d'actions auxquelles j'ai dû me prêter. Quelle dynamique de recherche j'ai éprouvée et donc quelle méthode j'ai été conduit à mobiliser. Cette idée de préciser les spécificités de mon projet pour parler des méthodes, elle va de pair avec l'idée qu'il n'est de travail en recherche-création qui n'invente sa propre méthode, compte tenu des spécificités de chaque travail, justement. Ou peut-être que ce n'est pas applicable à toutes les thèses, mais je pense que mon sujet l'impose et on aura l'occasion sans doute d'y revenir. Alors, comme je pense la plupart des travaux en recherche-création, mon travail, je considère qu'il implique une enquête, on va dire, historico-conceptuelle d'un côté, la pratique de l'écriture poétique et une enquête de terrain. Le premier type d'enquête, c'est une dimension de la recherche qui est similaire aux travaux classiques ou académiques, c'est-à-dire voilà, une enquête théorique par les livres sur le zen en tant que philosophie, sa récupération dans un certain contexte idéologique et historique, etc. Bon, ça, c'est un champ d'études qui n'a absolument rien de singulier, en tout cas de propre à la recherche-création de prime abord. L'enquête de terrain, il arrive aussi qu'elle soit une nécessité dans plusieurs disciplines qui n'ont rien à voir avec la recherche-création. Toutefois,
En ce qui me concerne, et comme je pense pour la recherche-création d'une manière générale, ce terme de terrain, il peut recouvrir plusieurs choses. D'abord, pour comprendre mon objet de recherche, j'ai dû partir au Japon. Donc là-bas, c'est un terrain d'études géographiques, historiques, sociologiques, comme ils sont nécessaires dans d'autres disciplines, mais ça n'était pas suffisant. J'ai dû aussi, ce que je continue toujours de faire, me confronter à des mises en situation de pratiques de méditation. À ce titre, mon sujet, je pense, se prête un peu à une sorte de mise en abîme du processus de recherche-création, parce que son objet, qui est le zen, n'est lui-même réputé, a priori, saisissable que par la pratique, résistant à une théorisation effective ou véritable. Et donc, le terrain de recherche, ça devient aussi mon corps, dans la manière qu'il a de s'approprier la pratique de la méditation, et aussi moi-même, non pour m'étudier au sens analytique du terme, mais dans la façon que j'ai d'écrire et de nourrir un certain rapport entre mon écriture et mon objet de recherche. Donc, à ce titre, la recherche, elle se fait par certains aspects littéralement en pratique et ne saurait se limiter à une dimension soi-disant théorique de la thèse. Et en outre, il y a aussi des moments où l'enquête, où la recherche par la pratique influence et se mêle à la démarche de création. Par exemple, lorsque moi j'essaye, par rapport à mon sujet, d'incarner dans ma poésie une certaine incorporation ou appropriation que j'aurais eue du zen par la pratique de la méditation. Donc une série d'actes, comme un petit état de présence et de parole pendant que dure le temps de la recherche-création. Mais ces actes, et on en a vu quelques manifestations dans le propos d'Adrien, ces actes ont des échos qu'on peut à présent décliner comme des méthodes, c'est-à-dire donc des chemins inscrits dans une temporalité donnée. Nous nous rencontrons à intervalles assez réguliers, tous ensemble, et nous avons des entretiens particuliers également quand des questions spécifiques se posent. C'est, si l'on veut, un petit laboratoire ambulant à géométrie variable. Mireille Loscolena indiquait récemment dans la conversation publique que j'ai mentionnée tout à l'heure avec Marine Riguet que les premières émergences du lien art-laboratoire, sur le modèle du laboratoire scientifique, ont eu lieu au début du XXe siècle. Très vite, le monde du théâtre s'est emparé de ce modèle parce qu'il lui permettait d'échapper à la logique de production qui régit massivement les arts du spectacle. Dans le temps long du laboratoire, une substitution s'opère. Au savoir-faire se substitue un savoir cherché, selon l'expression d'Ariane Mouchkine. Et c'est bien là la position de l'encadrant dans le contexte d'un doctorant en recherche-création. Il est lui-même sommé par la singularité qui s'adresse à lui, par la dimension collective du travail, par les enjeux même de l'exploration en cours dont la partie pratique ne peut que lui échapper, d'introduire une distance, peut-être salvatrice, avec les stratégies d'encadrement usuelles pour entrer à son tour dans une exploration des modalités qui permettront in fine au doctorant d'aller au bout de son parcours. Il est sommé, en d'autres termes, de modifier et d'infléchir sa ou ses méthodes. Et dans tous les cas, celle qui s'est imposée à moi peut se traduire ainsi. Il s'est agi toujours de rester dans une distance impliquée et consciente d'elle-même et corollairement de ne pas comprendre tout à fait, je reviendrai plus bas sur ce point, ce qui est à la fois une méthode et un savoir acquis dans l'expérience. Les textes proposés par le doctorant imposent, quant à eux, de consentir à être un lecteur, d'abord, et de prendre appui sur l'inconfort de cette posture. Ces méthodes, difficilement formalisables en tant que telles, se traduisent régulièrement par d'autres actes qui font méthode à leur tour. Par exemple, engager des actions sans savoir où elles mèneront, partager des lectures ou des spectacles, c'est parier lors de nos rencontres sur les vertus de l'intuition, sur la fécondité des kairos qui se cherchent ainsi et dont nous tentons de favoriser l'émergence pour qu'un jeu s'en saisisse. Et je cite Mireille Loscolena, celui d'un artiste qui se pose des questions serrées et pertinentes sur une démarche qu'il envisage aussi bien sur le plan diachronique comme processus que synchronique comme champ d'interrogation. Et en effet, c'est avec une grande distance et un regard de lectrice, essentiellement en ce qui concerne la dimension création du travail, que Chantal aborde
notre relation de travail et ses commentaires, etc. Donc, ils ont été mentionnés au début, mais pour rappel, donc, j'ai 3 encadrants. Avec Chantal, un autre encadrant universitaire qui est donc Laurent Lotti, et un encadrant poète, donc le label artiste propre à la recherche-création, qui est la poète Ariel Spiegler. Et c'est assez intéressant de constater que quand bien même on considère que tout le monde a voix au chapitre sur à peu près toutes les problématiques, chacun sait plus ou moins naturellement ou sidieusement consacrer un petit champ de liberté pour s'exprimer d'une certaine manière sur certains sujets, et tout le monde ne touche pas à tout. Chantal et Laurent, par exemple, ne font pas trop de commentaires sur mes textes poétiques. Chantal, comme elle vient de le dire, il réagit comme on réagit à n'importe quel texte lu quelque part, c'est-à-dire faisant part de ses accords ou au contraire des sentiments de bizarrerie qui auraient pu la saisir. Toujours sur les textes. Elle se concentre toujours sur les textes. Elle ne fait pas de commentaires méta ou de concordance entre mon projet poétique et ses textes, etc. Je fais attention je précise ce point parce que ça me paraît très intéressant et très important en tant que doctorant pour se positionner, puisque forcément le regard que les encadrants portent sur ces dynamiques de création et sur les textes qui ne sont pas du même acabit que ceux de la recherche est assez singulier. Pour Laurent, par exemple, ça a été différent puisqu'il a positionné, il a souligné ce qu'il considérait comme des non-concordances apparentes entre mes textes et mon projet. Ce qui a donné lieu à tout un tas de réflexions autres et passionnantes. Mais en dehors de ça, l'accompagnement, je l'imagine, somme toute assez traditionnel, c'est-à-dire qu'il est fait effectivement de suggestions, de reformulations, de discussions pour une problématique, de conseils bibliographiques. Et de la part de Chantal, surtout, il concerne essentiellement la méthode de la recherche-création elle-même, c'est-à-dire à ne pas faire de méta dans ma thèse, ne pas dire ce que je fais, mais le faire directement. Et ce faire-là, c'est articuler l'expérience personnelle de ma pratique à mon sujet et ma problématique littéraire. C'est tout. Ariel, pour ce qui est de l'encadrement poétique, elle fait souvent attention à ne pas trop s'imposer dans les discussions sur le travail de recherche, même si ça commence à changer un peu. Mais on a discuté énormément du travail littéraire, poétique lui-même. Et elle a prodigué des conseils phares sans toutefois s'attarder aux textes ou faire des remarques sur les textes précisément eux-mêmes. Mais c'est plus par rapport à l'attitude face à l'écriture. Entre autres, l'idée de ne pas chercher à faire. Et encore moins à faire trop parfait, à réussir à aboutir à quelque chose qui serait un objectif déterminé peut-être par une idée théorique de départ. Plutôt être à l'écoute de ce que j'écris et l'adapter ensuite à mon projet pour le faire dialoguer. Ce qui implique de trouver d'abord sa voix et de faire du travail d'écriture quelque chose de premier, qui après pourrait influencer le travail théorique. Mais pour autant, voilà, aucun des encadrants n'est enfermé dans son statut, chacun navigue et conseille dans toutes les dimensions du travail. Et nos échanges me semblent en définitive relever davantage de la libre discussion et du partage de pensées, comme autant de membres à l'œuvre dans l'atelier d'artiste, à l'image duquel le cheminement d'une telle thèse me semble pouvoir être associé. Alors, pour terminer, on voudrait essayer de pointer quelques savoirs émergents de ce parcours à mi-chemin. Et ce qui émerge au fil de ce chemin partagé, ce sont donc aussi quelques bribes de savoir concernant la théorie pratique de l'encadrement, qui est donc mouvante, incertaine dans ses moyens et ses fins, parfois inconfortable. Nous menons une expérimentation. C'est peut-être la première chose dont nous sommes tous, à différents niveaux, partie prenante. Or, une expérimentation est un acte dont l'issue est inconnue, comme le disait justement John Cage. La seule issue souhaitable est ici que des mots soient tracés, qui témoignent autant du chemin que du point d'arrivée, qu'une thèse, peut-être un livre, surgisse concrètement, matériellement de ce temps de laboratoire.
Et pour que ces mots se tracent, que cette thèse ou ce livre surgisse de ce temps endurant que furent les années de recherche, peut-être faut-il nous garder de comprendre trop vite, de savoir trop vite et de conclure trop vite. Et c'est peut-être pour moi le premier savoir acquis dans cette expérience qu'une part de non-savoir, de déroute même, existe pour l'encadrant, pour qui tout à coup l'existence d'une question insensée, parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'elle ouvre, où elle conduit, ce qu'elle suscitera, est le gage de l'acte, de la méthode et du savoir à conquérir. Et de mon point de vue, du coup, ce qui rejoint parfaitement le propos de Chantal, le premier savoir émergent que j'identifierais, c'est qu'en réalité, acte, méthode et savoir se confondent. Ce dont je ressentais à peu près l'intuition lors de notre préambule. Et ce constat-là, la progression de ma thèse jusqu'à ce jour me semble une parfaite illustration. Pour résumer très rapidement, cette idée de recherche par la pratique au départ, elle m'a amené à pratiquer le zen et à voyager au Japon, mais au stade de ma réflexion où j'en étais alors, ça a provoqué étrangement une difficulté d'accès d'abord de certains textes et au constat de la non-concordance a priori, ce dont Laurent me faisait la remarque, comme je le disais tout à l'heure, entre mes propres textes avec ce que je pensais pouvoir extraire du zen dans l'écriture. Suite à ça, j'ai changé mon rapport à l'écriture, à ce que je croyais chercher, mais qu'il fallait assumer d'oublier un temps. Et cela a donné lieu à de nouvelles aises, de nouvelles orientations de recherche et une idée de dispositif beaucoup plus fécond, à mon avis, pour lier le zen et l'écriture. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis parti du théorique pour envisager ma pratique. À partir de là, j'ai confronté mes premières intuitions théoriques à la pratique que j'avais déjà. Me rendant compte que ça ne marchait pas, ça m'a amené à d'autres orientations théoriques qui ont modifié ma réceptivité à la lecture des textes. Donc, parce que je cherchais moins de choses, j'en ai trouvé plus. Et c'est en réalité ce dialogue-là entre pratique, théorie, ce dont on part, mais qui s'avère en fait être avoir un positionnement inversé, que je trouvais assez intéressant. Donc la méthode ici, si on peut appeler ça comme ça, elle s'est en fait élaborée au fur et à mesure, et il me semble surtout que c'est ça le savoir essentiel que nous fait acquérir la recherche-création. C'est une méthode singulière qui en fait s'applique à la spécificité du projet considéré, chacun étant unique, c'est ça qu'il serait important de voir émerger. Ma méthode, donc la mienne, et uniquement, elle répond à une question qui ne concerne que moi, en un sens, c'est comment, dans le cadre de mon projet précis, j'articule ces fameuses 3 dimensions propres à la recherche-création, de façon à faire émerger un propos qui scientifiquement se tienne, mais dont la progression logique ne puisse intrinsèquement pas se passer de mon expérience de l'écriture, de ma pratique. Et donc la possibilité même de trouver cette méthode, elle dépendait de mon rapport à l'écriture et mes confrontations à mes errances dans le processus. Alors, à titre personnel, j'ai esquissé 2 types de savoir. L'un d'ordre méthodologique, du coup, dont on est en train de parler, et l'autre aussi d'ordre littéraire, qu'il est important de ne pas oublier. Le premier type de savoir, d'ordre méthodologique, je retiendrai pour l'instant 2 points. C'est tout d'abord qu'entre ce qu'on veut trouver et ce qu'on trouve réellement dans la pratique, il y a toujours un monde et il faut savoir se servir de cette apparente non-satisfaction. Ça rejoint la distance que Chantal mentionnait entre le sujet, par rapport au sujet. Cette méthode non définie, qui est toujours une expérimentation en acte, car de son avancement dépend la méthode en germination. Et ensuite, la création, au-delà de la dimension de recherche qui lui est antérieure et inhérente, comme l'avait rementionné Violaine dans beaucoup de démarches de création, elle peut influencer la direction de la recherche qui pourtant, au départ, était première et devait a priori lui faire voir le jour. Et ça me semble un des constats les plus importants, de même qu'un certain rapport à la temporalité de la création que ça implique. On ne sait pas, encore moins que dans une recherche dite classique, ce que l'on cherche, et on ne le sait pas jusqu'à la fin, car il ne faut pas supprimer trop vite certaines orientations dont l'intuition nous a fait le don, mais toujours continuer à expérimenter pour que se dessine une réflexion dont la tenue et l'efficience véritable, en tant que discours esthétique ou théorique démontré, ne puissent pas se passer de la pratique et de ses hésitations.
Et ensuite, on pourrait retenir quelques points, mais qui sont plutôt propres à mon sujet, donc des savoirs d'ordre littéraire, mais qui, à mon avis, n'auraient pas pu émerger sans cette pratique de la recherche-création, à savoir ce que le zen permet de comprendre sur les tensions du contemporain autour du lyrisme, ou des liens inattendus qu'il m'a semblé trouver avec le baroque, et ce que ça veut dire alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur le sujet lyrique de la période baroque, ou inversement, comment envisager le zen dans l'écriture, etc. Oui, je suis en conférence, je ne vais pas pouvoir Par la question qui porte la thèse, le chercheur encadrant est lui aussi mis à son tour en position de s'inquiéter des limites du savoir établi, comme le dit Pierre-Damien Huygues dans le chapitre intitulé « Devenir chercheur » du livre cité par Violaine tout à l'heure, le doctorat et la recherche-création. Et tout à coup, comme il le dit encore, pour cet encadrant, son esprit est moins curieux qu'insatisfait, sensation, posture qui préexiste de toute façon à toute véritable recherche. L'encadrant est en ce sens, face à la question qui surgit, là où il ne semblait pas y avoir de question, sommé de se rendre, je cite encore Damien Huygues, à un point d'insatisfaction quant au savoir institué. Fin de citation. C'est pourquoi l'encadrement est pour moi une expérience de déception quant à ce qui est su, savoir-faire inclus. Peut-être est-il nécessaire alors de préserver ce ton d'incertitude comme une nécessité finalement féconde. Ne pas comprendre donc ce que cherche le doctorant, mais aussi interroger plus finement les outils même de la recherche. Ainsi, cet accompagnement m'enjoint-il de me délester, au moins pour une part, de ce que je croyais savoir et de me méfier notamment des mouvements de pensée hâtifs, des automatismes qui pourraient concourir à pacifier le sens des mots ou au moins de les mettre en observation critique. Précisément, Violaine, le mot théorie est de cela. Parce que la dichotomie théorie-pratique, toujours en danger de se figer dans un académisme stérilisant, fait courir des risques aux doctorants comme aux chercheurs, Mireille Scolena a décidé de bannir le mot de théorie pour le remplacer par celui de pensée sur le modèle impliqué, dit-elle, de la note de synthèse en HDR, considérant, dit-elle, que dans toute pratique circule de la pensée, de la même façon que la pensée, y compris la plus théorique, se noue toujours à une expérience du monde. Fin de citation. Mais la théorie, repensée à l'aune de son étymologie, ouvre pourtant des perspectives particulièrement fécondes dans le contexte de la recherche-création et de cette thèse précise, si l'on se souvient que théorien, en grec, signifie spéculation et contemplation. Adrien, voyageant au Japon, pratiquant la méditation, s'interrogeant sur ses textes et ceux des autres, expérimentant en collectif, cherchant à comprendre les enjeux du sujet qu'il occupe dans des œuvres critiques et théoriques, n'expérimente-t-il pas cette dimension multiple de la théoria ? Cette valence dynamique du terme permettrait peut-être plus largement de repenser la dimension tripartite du doctorat en recherche-création. En lieu et place de la pratique articulée à la réflexivité et à la démarche critique théorique, peut-être faut-il substituer le mouvement fécond, quoique encore bien opaque par certains aspects, de la théoria, parce qu'elle porte en elle la marque des inévitables temps d'arrêt, comme une suspension du temps, induite par exemple par la confrontation avec la sensation, cette hantise qui préexiste à la création et qui l'accompagne tout au long de sa mise en œuvre, comme le rapporte Mawad dans Seul, où cette rencontre avec le regard d'une jeune Rome dont l'énigme lance et relance l'investigation et détermine le mouvement de l'écriture dans Anthropologie d'Éric Chauvier. Parce que, deuxième point, elle se fait l'écho, cette théorie de la spéculation sur l'œuvre en cours d'élaboration, et qu'elle implique la fameuse montée en généralité par le concept, autant, il faut le redire, pour le doctorant que pour ses encadrants. En ce sens, peut-être faut-il découpler fermement théorie et conceptualisation, cette dernière n'étant alors qu'un moment, et penser qu'une thèse en recherche-création est une expérience de pure théoria. Alors, pour reprendre ceci et en conclusion, quelques constats rapides. Le premier, essayer de calquer le résultat d'une recherche conceptuelle ou historique sur une pratique d'écriture ne semble pas fonctionner. Par corollaire, il n'y a pas d'inter-influence respective entre l'objet de l'écriture et l'écriture elle-même. Si l'écriture peut influencer la direction de la recherche théorique, comme on l'a vu, l'inverse semble impossible,
voire peut-être néfaste. Deuxième point, la recherche a plusieurs manières de se faire pratique ou d'influencer la pratique. Troisième point, la dimension réflexive semble inhérente et intrinsèquement liée au processus de réflexion et de recherche dans la partie a priori théorique et ne semble pas pouvoir en être distincte. Quatrième point, la temporalité de la création, c'est-à-dire le temps long de découverte progressive, s'applique aussi au travail de recherche qui en dépend. Les temps d'écriture et de préparation, de recherche, sont concomitants et indissociables. Il n'y a pas, a priori, l'un puis l'autre. Nous nous sommes donc, en résumé, attachés à répondre à la question inaugurale en distinguant le plus possible ce qui est commun et ce qui diffère de la recherche dite classique ou académique, puisque ce témoignage est aussi et avant tout l'occasion de saisir ce qui se trame de singulier dans la démarche de recherche-création. Cela nous a conduit à l'identification d'un découplage généralisé, ce sur quoi concluait Chantal, un constat d'alliance et de mésalliance qui nous invite à nuancer et surtout dépasser les couples qui associent d'un côté recherche et théorie et de l'autre pratique et création. Merci de votre attention. Merci beaucoup, merci infiniment Chantal et Adrien. Moi, je voudrais vous faire part d'une réaction peut-être très formelle, mais c'est ce tissage que vous avez fait entre vos modes justement, peut-être de théoria, de spéculation par rapport à ce qui était en jeu entre vous. Là, je pense que vraiment, alors on va s'adresser à l'Adrien philosophe, mais on n'est pas dans un rapport maïotique tout d'un coup, là, et on a déplacé tout ça vers une dialectique qui est absolument fabuleuse à voir. Il y a une espèce de savoir conjugué qui est en cours dans vos deux positions respectives, qui est absolument singulière. Hein. Vous avez beaucoup insisté sur la singularité de cette approche de la recherche-création, mais moi, j'entends plus du côté de Chantal des leçons à tirer du côté d'un déplacement de l'encadrement du directeur par rapport au doctorant, que pour l'instant, mais bon, ça sera peut-être l'objet final qu'on va attendre d'Adrien, mais d'un déplacement effectif chez Adrien. Pour l'instant, le déplacement, je pense, est encore un peu tâtonnant. Donc, moi, j'aimerais bien poser deux questions avant de passer la parole aux autres. J'aimerais bien interroger la fameuse mise en mots chez Adrien, parce que vous avez quand même beaucoup dit que l'objet final était de l'ordre de la mise en mots. Et on a interrogé avec Violaine cette idée d'un discours qui soit peut-être un discours distinct entre la partie spéculative, théorique et la partie créative. Donc, est-ce qu'il y a eu cette expérience-là chez Adrien pour l'instant? Est-ce qu'il y a deux types de discours? Est-ce que ce que disait Céline Wigbert sur les mémoires canadiens, c'est-à-dire qu'on se regarde et on prouve qu'on est en train de penser, c'est effectif dans la mise en mots? Ça, c'est la première question. Hein, est-ce qu'il y a deux types de discours? Et puis, une deuxième question sur le dispositif, parce qu'on a entendu qu'en fait, il y avait eu une progression dans le projet de doctorat qui allait vers le montage d'un dispositif. Et là, on est sur une partie qu'on peut dire généralisable, parce qu'on trouve des dispositifs un peu partout. Donc, là, on dépasserait une singularité. Donc, voilà, je voudrais interroger cette idée d'un dispositif qui puisse peut-être être généralisable à l'échelle de tous les doctorants en recherche-création. Deux questions, peut-être répondre d'abord, Adrien, sur les discours. Oui, juste pour rebondir à ton dernier point, sur la question du dispositif, c'est absolument pas impossible du tout. Ça me semble pas du tout le constat. Ce qui me semblait intéressant, c'est d'essayer non pas forcément de la marteler pour le principe de la marteler, mais d'identifier ce qu'il y a de singulier dans chaque démarche. Pour moi, comme pour, à mon avis, réellement n'importe qui, parce que c'est ce qui me semble être une des conditions justement de la réussite et de l'émergence d'une méthode propre en recherche-création. Mais après, évidemment, qu'il y a de toute façon des dispositifs peut-être plus généraux, et encore, je ne sais pas, mais qui seraient en tout cas applicables ou déclinables dans d'autres situations, ça me paraît sûr. En ce qui concerne la mise en mots,
Pour l'instant, non, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de type de discours. Je ne sais pas ce que va en penser Chantal, mais pour moi, il n'y a pas de type de discours et je ne suis pas sûr qu'il y en ait à venir même. Je dis ça dans le sens où en fait, a priori, enfin, pour du coup prendre un tout petit peu le cas concret de mon travail, puisque c'est l'exemple qui nous concerne, mais on se destine vers quelque chose qui serait d'un côté ma production poétique, la partie créatrice du coup, voilà, et de l'autre, en même temps, la dimension théorique et la fameuse dimension réflexive. C'est-à-dire que le discours que je porte sur mes textes ou la pratique de mes textes ou l'expérience que j'ai de satisfaction, non-satisfaction, tâtonnement, etc. Enfin, tout le travail que j'essaye, donc le discours que j'essaie de produire sur ma pratique d'écriture, il est lié intrinsèquement et intégré à la progression de la réflexion théorique. Et donc, de fait, l'idée, c'est de mélanger ces deux types de discours. Et je pense que ça s'est présenté naturellement comme ça. En tout cas, c'est ce qui a permis de débloquer un peu le cheminement de la thèse. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais pour te répondre, ouais, je pense qu'on se dirige vraiment vers quelque chose qui ressemble à ça. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et je ne pense pas, si cette disposition se confirme, féconde, que ça soit le cas même à la fin de la thèse, en fait. Je pense mélanger ces deux discours, enfin, les faire un. Faut aller regarder du côté du creative writing américain, hein, parce que c'est vraiment le principe, hein, de relier les deux, et justement de ne pas les faire à la canadienne avec deux discours critiques juxtaposés. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Moi, c'est juste très rapide, mais en vous écoutant, Anne-Marie, quand tu disais, tu as posé cette question, ce regard de ton pensée. Et juste, ce qui me traverse l'esprit, c'est que se regarder penser, la question que je me pose, c'est est-ce que ça n'est pas justement la posture par excellence du méditant? Juste, voilà, j'ajoute rien, mais... En rapport avec le zen. Pour moi, c'est cette posture-là, en fait, qu'on... Mais autre point, à la fois se regarder penser et oublier complètement le processus et le dynamique de la pensée, parce qu'on n'en prend pas, enfin, on en oublie la conscience au moment où on médite, mais en même temps, c'est ça, et ça rejoint parfaitement la dimension un peu mise en abîme que je faisais entre mon sujet et en fait le travail, la méthode même de la recherche-création. Ouais.